Comores, les responsables de 3 partis d'opposition ont été arrêtés par la police ce vendredi. C'était lors d'une manifestation dénonçant le référendum constitutionnel prévu le mois prochain. Kigali a annoncé que Louise Mushikiwabo a lancé sa campagne pour la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle se rendra à cet effet au prochain sommet de l'Union africaine. En Gambie, le président Adama Barrow a rendu hommage aux 3 manifestants tués lundi dernier par la police. Il a appelé les habitants du village du drame à témoigner devant la commission d'enquête chargée de l'affaire. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Les responsables de 3 partis d'opposition comoriens ont été arrêtés par la police vendredi à Moroni. C'était lors d'une manifestation dénonçant le référendum constitutionnel prévu pour le mois prochain à l'initiative du président Azali Assoumani. Les images. Les 3 dirigeants Moustapha Saïdjek, Mohamed Wadan et Ibrahim Abdourazak Dirazida ont été interpellés sans ménagement par l'armée devant la grande mosquée de la capitale comorienne. Depuis plusieurs semaines, la prière du vendredi est le théâtre devant la mosquée Al-Qassimi d'affrontements hebdomadaires entre les forces de l'ordre et des partisans de l'opposition qui dénoncent la dérive autoritaire du chef de l'État. Cette semaine encore, l'armée a été contrainte de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser les protestataires bardés de pancartes « Azali dégage ». Le responsable d'un parti hostile au régime a déjà été condamné ce mois-ci à 6 mois de prison avec sursis pour avoir participé à une précédente manifestation devant la même mosquée. Nous défendons l'unité de ce pays. Monsieur le président Azali Assoumani, tu devrais comprendre qu'on te respecte et qu'on a voté pour toi. Et même ceux qui n'ont pas voté pour toi te respectent. Sache que les valeurs de la démocratie, tu devrais les respecter. Des échauffourées similaires ont aussi eu lieu ce vendredi à Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan. Un manifestant a été blessé à la jambe par une grenade lacrymogène, ont rapporté au téléphone des témoins joints. Le président Azali a décidé d'organiser le 29 juillet prochain un référendum qui lui permettrait de briguer un 2e mandat consécutif à la tête de l'archipel pauvre de l'océan Indien. Cette initiative lui vaut les critiques de nombre de ses adversaires, dont celle du vice-président Ahmed Saïd Jafar, qui la juge dangereuse et contraire à la Constitution. Ces dernières semaines, le chef de l'État a suspendu la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, placé en résidence surveillée son prédécesseur et rival Ahmed Abdallah Sambi et interdit des manifestations. Le président Azali a été, rappelons-le, élu en 2016 pour un mandat de 5 ans non renouvelable, selon la règle constitutionnelle de la présidence tournante entre les 3 îles de l'archipel. Une mission de l'Union africaine est attendue à Moroni pour tenter d'apaiser les tensions politiques. La distribution des cartes d'électeurs pour la présidentielle du 29 juillet a débuté à Bamako, au Mali. Les citoyens viennent timidement se munir de leurs cartes. Plus de précisions avec, dans cet élément, de Halima Bentouré, notre correspondante sur place. Commencé vendredi matin, la distribution des cartes d'électeurs pour la présidentielle du 29 juillet est assurée par une commission mixte composée des représentants du gouvernement et des partis politiques de l'opposition. Pour retirer sa carte d'électeur, il faut présenter un passeport, un permis de conduire ou une carte NINA. Le retrait se fait timidement et certains citoyens se plaignent de la procédure d'obtention du fameux sésame. Je suis vraiment comblé du fait que j'ai eu ma carte d'électeur. D'abord, ça me permet de voter, qui est un devoir citoyen. Mais en dépit de tout ça, il y a des difficultés que j'ai rencontrées. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de monde qui ont du mal à avoir leur carte d'électeur. C'est dû au manque d'organisation des personnes qui sont chargées de la distribution des cartes. Et mis à part ces difficultés-là, vraiment, le fait pour nous d'avoir nos cartes d'électeurs ne nous fait qu'on ne peut que se réjouir de ça, en fait. La procédure a été facile, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a mis des gens
qui ne sont pas directement forcément du quartier. Donc ça a compliqué un peu la tâche. Si on avait mis plutôt des gens qui habitaient dans les quartiers, donc tout le monde se connaît, la distribution allait être facile. Installée au sein des groupes scolaires des communes constituées en bureau de vote, la commission mixte chargée de la distribution des cartes d'électeurs ouvre ses portes de 8h à 16h jusqu'au 27 juillet prochain. Une collaboration avec les populations qui s'avère parfois difficile. Ça se passe bien, on peut dire ça. Sinon, c'est pas facile. Avec la population, c'est pas du tout facile. L'incompréhension, c'est pas facile. Mais on fait de nos mieux pour expliquer. 8,5 millions de cartes d'électeurs biométriques ont été imprimées en France. Arrivées au Mali au début du mois, elles ont été acheminées dans les préfectures du pays. Le gouvernement rwandais annonce que la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a lancé sa campagne pour la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle tentera de rallier les voix de son continent au prochain sommet de l'Union africaine. Les détails. Louise Mushikiwabo, 57 ans, s'est déjà rendue au Cameroun pour discuter de sa candidature avec le Premier ministre Philemon Nyang. Et elle devrait se rendre dans d'autres pays africains, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, dans les prochains jours. Elle se rendra par ailleurs à Nouakchott, en Mauritanie, pour le sommet de l'Union africaine qui aura lieu début juillet. This organization is an important organization to boost the agenda. Cette organisation est une organisation importante pour faire avancer notre agenda dans différents domaines qui sont la promotion de la jeunesse francophone, mais aussi d'autres projets sur la paix ou la sécurité. Mais pour l'instant, nous faisons campagne pour ce poste et nous allons commencer par chercher le soutien de l'Union africaine. Start by seeking an endorsement of the African Union. The African Union usually endorses candidates. L'Union africaine appuie toujours les candidats dans les organisations internationales et le sommet de l'UA à Nouakchott en Mauritanie sera une occasion pour Louise Mushikiwabo de chercher ce soutien. Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a écrit aux chefs d'État concernés pour les appeler à soutenir la candidature de sa ministre. Officialisée le 23 mai dernier à Paris, à l'occasion d'une visite du président rwandais à son homologue français Emmanuel Macron, la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est notable étant donné les relations complexes entre le Rwanda, un ancien protectorat belge, et la francophonie. Au Rwanda, le français a été remplacé par l'anglais comme langue d'enseignement dès 2008. Et le petit pays de la région des Grands Lacs, tout en restant membre de l'Organisation internationale de la francophonie, a rejoint le Commonwealth. Mushikiwabo bénéficie toutefois d'un soutien de poids, celui de la France. Le prochain secrétaire général de l'OIF sera désigné lors du sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre prochains en Arménie. Je l'annonçais en titre, le président gambien Adama Barrow a rendu hommage aux 3 manifestants tués lundi dernier par la police en se rendant dans le village de Farababanta dans l'ouest du pays. Il y a appelé ses habitants à témoigner devant la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la journée la plus triste de sa présidence. Les images. J'étais très triste le jour où l'incident s'est produit. Je n'ai jamais été aussi triste depuis que je suis devenu président. J'étais si triste que je n'ai pas pu aller prier à la mosquée de la présidence. Adama Barrow, visiblement marqué par l'incident, est arrivé dans le village dans l'après-midi de ce vendredi à la tête d'une forte délégation. Arrivé au pouvoir dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest après 22 ans de règne autoritaire de Yahya Jammeh, Adama Barrow avait déjà condamné les violences policières et promis que de tels faits ne se reproduiraient plus.
Nous allons enquêter sur les causes qui ont mené à cet incident. Mais vous avez vu ce qui s'est passé ici, ce jour-là. Vous êtes les témoins les plus importants et vous pourrez amener des preuves à la commission d'enquête mise en place par le gouvernement. Il faut donc que vous vous manifestiez pour faciliter le travail de la commission en lui apportant votre témoignage. Tôt ce lundi matin, les unités d'intervention de la police avaient fait irruption à Faraba-Banta, à 50 km de Banjul, où les habitants protestent depuis des semaines contre l'exploitation d'un site d'extraction de sable servant à la construction qui, selon eux, pollue les rizières de cette région bordant le fleuve Gambie. Je n'attends qu'une seule chose des autorités, justice. Je veux que justice soit faite dans cette affaire. Je veux que les coupables, ceux qui ont causé la mort de mon frère, soient jugés et que la loi s'applique à eux. C'est ce que je veux de la part des autorités. Jeudi, l'inspecteur général de la police gambienne a présenté sa démission au président Barrow, qui l'a accepté. Selon des témoins, les policiers avaient tiré à balles réelles et sans sommation sur les manifestants, en tuant 2 et en blessant 5. Un troisième manifestant a succombé à ses blessures ce mercredi. 16 policiers avaient par ailleurs été blessés. Pour finir, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié vendredi de lamentable la situation au Venezuela. Il a appelé à créer une commission d'enquête internationale ainsi qu'à un engagement accru de la Cour pénale internationale. En ligne de mire de cette demande d'enquête, la politique de répression des opposants, incluant des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et la torture avec des violences sexuelles, des simulacres d'exécution et des décharges électriques. Ce rapport fait suite à la publication d'un premier rapport accablant du haut-commissaire, publié en août 2017. Il dénonçait déjà le recours généralisé et systématique à une force excessive pendant les manifestations et la détention arbitraire de manifestants et d'opposants politiques présumés. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a recommandé que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mette en place une commission d'enquête sur la situation au Venezuela, mais aussi dans la mesure où l'État ne semble pas capable ou n'a pas la volonté de poursuivre les graves violations des droits de l'homme, il y a aussi matière à ce que la Cour pénale internationale soit plus impliquée. Le haut-commissaire, compte tenu de la gravité des violations des droits de l'homme que nous avons répertoriées au Venezuela, appelle le Conseil des droits de l'homme à être plus impliqué, à discuter de la situation au Venezuela afin que la communauté internationale entreprenne quelque chose là où le gouvernement vénézuélien échoue à assumer ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Depuis quelques années désormais, l'équilibre des pouvoirs et l'espace démocratique au Venezuela ont été rabotés, laissant peu de possibilités de demander des comptes à l'État. Cette impunité doit cesser. Les autorités vénézuéliennes ayant refusé l'accès du pays aux experts de l'ONU, le Haut-Commissariat a chargé une équipe de spécialistes des droits de l'homme d'interviewer à distance quelques 150 personnes, dont des victimes et leurs familles, ainsi que des témoins, des journalistes, des avocats et des médecins notamment. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Sika. Très bonne week-end à chacun et à tous.